Sergueï Zimov est un homme d'une espèce rare, celle des pionniers. Et pour le débusquer, il faut aller très loin, dans l'extrême nord sibérien, au-dessus du cercle polaire. Ici, on est au sommet de la Terre, vous comprenez? Notre Terre est comme ça, et moi, là, je suis assis au sommet. C'est dans mes gènes. J'ai toujours su que j'étais né pour une mission. Faire revenir la vie ici. Car sur des centaines de kilomètres, tout ce territoire immense est aujourd'hui un désert biologique. Il n'y a que nous, les scientifiques, qui vivons de cette terre. Sur cette terre inhospitalière, Sergueï a fondé une des principales stations de recherche scientifique de l'Arctique. Ces quelques baraquements pelotonnés sur la falaise et tout autour, à perte de vue, la taïga, la forêt boréale. Ça fait plus de 30 ans que Sergueï sillonne la région. Jeune géophysicien, quand il débarque ici, il y est resté à part un détour comme chercheur à l'université de Berkeley. Aujourd'hui, il est membre de l'Académie russe des sciences, spécialiste international des écosystèmes arctiques et du réchauffement climatique. Dans son sillage, Nikita, son fils et son successeur. On est sur la Kolyma, un des grands fleuves de l'Arctique. Mais les gens, quand on leur dit Kolyma, ils pensent au goulag de Staline. La Kolyma a mauvaise réputation, c'est le fleuve prison. Aujourd'hui, c'est un tout autre drame qui se joue ici, la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est comme un immense glacier souterrain qui court de la Sibérie jusqu'en Alaska sur 20% de la surface terrestre. On arrive à Douvany Yar. C'est l'un des seuls endroits au monde où on peut voir le permafrost dénudé sur 10 km, parce que le fleuve a mis les berges à nu. Vous voyez, tout ce qui brille, c'est de la glace. Et c'est un endroit très intéressant, parce qu'on peut y observer comment le permafrost va fondre. Et donc on peut voir à quoi va ressembler tout ce territoire avec le réchauffement climatique. 1 million de kilomètres carrés vont ressembler à ça. On va s'avancer. Vous allez voir, on va trouver des ossements d'animaux. C'est pas difficile. Ça, c'est une épaule de bison. À l'époque du Pléistocène, il y a 30 000 ans, il y avait ici des steppes infinies avec énormément d'animaux. Et sur cette berge, on peut ramasser des restes paléontologiques à la pelle. Bon, là j'ai trouvé une dent de bébé mammouth et une partie de mâchoire. Les dents de mammouth adultes sont grandes comme ça. Là, c'est un petit. À partir des ossements qu'on trouve ici, on peut estimer le nombre d'animaux qui vivaient là autrefois. Et vivaient là autrefois,
Un mammouth, 5 bisons, 7 chevaux et 15 rennes par kilomètre carré. La fonte a mis à nu un pan entier de notre passé, le Pléistocène, l'âge de glace. Ce permafrost, c'est du sol qui date de l'époque des mammouths. Ici, regardez, vous voyez des racines d'herbe qui dépassent. C'est de la matière organique fraîche. Il y a encore des tiges. Et ça, c'est de la glace. Voilà un morceau. Vous voyez ces veines verticales? Eh bien, chacune de ces veines s'est formée en un an. Et là, regardez ces ruissellements sur la paroi. Par journée chaude, ça peut fondre de 20 cm. Et l'été, ça recule de 3 mètres. Moi, quand j'étais jeune, eh bien, ce mur, il était là à 100 mètres, près de cet îlot. C'est une bombe climatique. Des microbes dorment dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années, et maintenant la glace commence à fondre. Ces microbes se réveillent très vite, littéralement en quelques minutes. Et ils sont terriblement affamés. Ils n'ont rien mangé pendant 20 000 ans. Et dans le sol, il y a plein de matières organiques qu'ils n'ont pas eu le temps d'avaler dans leur jeunesse. Alors, ils se réveillent et commencent à terminer ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir à l'époque. Si les conditions sont sèches, ils mangent de la matière organique et ils produisent du gaz carbonique. Si elles sont humides, ils produisent du méthane. L'un et l'autre sont des gaz à puissant effet de serre. Si cet immense réservoir de gaz se libère, le réchauffement climatique va s'accélérer à tel point qu'on ne pourra plus rien faire pour l'arrêter. « 600 milliards de tonnes de carbone sont prisonniers dans le permafrost mondial. S'ils fondaient, ce serait comme brûler toutes les forêts de la planète 2 fois. Ça mérite bien un petit remontant chez Alyosha, un ami de la famille. Alyosha est pêcheur, chanteur aussi à ses heures, et comme 61% des Russes, il ne croit pas au réchauffement climatique. Mais le climat autour de la table lui s'échauffe bel et bien, ça au moins c'est certain. On parle du réchauffement. Sergueï essaye de me convaincre que ça existe. Moi je dis, ah bon, ça doit être vrai si tu le dis. Non mais d'un côté il y a des perceptions, des ressentis, et de l'autre il y a des mesures objectives. Mais je t'ai pas coupé la parole, moi. Ah mais je peux montrer des graphiques que vous me foutiez tous la paix. Ok, c'est possible, mais pour moi ça ne change rien. Ça fait au moins 10 ans qu'il n'y a plus de température négative les nuits d'été, ça ne gèle plus. Autrefois, ici, c'était impossible de faire pousser les patates. La nuit, ça gelait et les plantes mouraient. Mais là, ça fait des années qu'on n'a plus de gel la nuit. On peut même faire pousser de l'orge maintenant. Oh, mais qui suis-je pour contredire le grand Sergueï, ce géant de la pensée scientifique, le père de la permafrostologie russe? Moi, j'ai à peine fait 3 classes à l'école.
Час зачатия. Я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в стонах. 9 месяцев — это не лето. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, надумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные, приливы там длинные, их брали в ночь зачатия, а многих это заранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. C'est le combat de sa vie. Au corps à corps, chaque jour avec la taïga et la toundra, les deux écosystèmes dominants en Sibérie. Sergueï leur a déclaré une guerre sans merci. On est à 500 mètres de mon parc. On s'est arrêté là pour vous montrer ce qu'il y avait avant le début de notre expérience. C'est un terrain très hostile, impraticable, des marécages. Comme une mangrove impénétrable, vous voyez. Et maintenant, on va aller au parc et vous allez voir la différence. Ce paysage, c'est l'œuvre de Sergueï. Pléistocène Park, un immense laboratoire à ciel ouvert. De vastes steppes herbeuses comme au temps des mammouths à l'ère du Pléistocène. Et pour les peupler, de grands herbivores, chevaux sauvages, bisons, yaks, élans et rennes. Là, nous sommes dans Pléistocène Park. Pour commencer, nous avons clôturé ici 100 hectares et sur ces 100 hectares, nous avons lancé un écosystème pilote avec la même densité d'animaux qu'à l'époque du Pléistocène, 10 tonnes d'animaux par kilomètre carré. Et autour, on a encore 2500 hectares clôturés, mais la densité d'animaux y est encore trop faible pour l'instant et donc l'impact sur l'environnement est moins important. L'idée de Sergueï est aussi simple que radicale. En été, les steppes argentées réfléchissent les rayons du soleil. Elles absorbent donc moins de chaleur que la masse sombre des arbres de la taïga. Mais c'est surtout en hiver, quand il fait moins 40, moins 50, que les ruminants vont agir pour le climat, à condition bien sûr d'étendre l'expérience bien au-delà de ce parc. La possibilité réelle de stopper cette bombe climatique qui est amorcée, c'est de faire renaître les steppes sur toutes les étendues du nord de la Sibérie jusqu'en Alaska. Il s'agit juste de ressusciter les écosystèmes originels. Heureusement, la nature sauvage est capable de réguler la température du permafrost elle-même. Même s'il fait moins 40 degrés à la surface du sol, sous la couche de neige, eh bien, il ne fait que moins 10. La neige est en fait un puissant isolant. Tandis que sur nos pâturages, pour manger l'herbe, les animaux creusent et soulèvent la neige. Un peu comme si par une nuit froide, on vous enlevait votre couverture. Eh bien, vous auriez très froid. C'est pareil. Si on réintroduit des troupeaux à grande échelle, alors l'hiver, ils enlèveront cette couette chaude du sol. Le sol se refroidira en profondeur et le permafrost ne dégèlera plus aussi vite.
Maintenant, on est dans le permafrost. Ce genre de grotte, en fait, est très courante dans la région. Ce sont les pêcheurs qui les creusent. En général, elles sont plus petites. Ça permet de conserver le poisson, parce qu'ici, la température est négative toute l'année. On a installé des instruments à l'extérieur du parc et on a mesuré les températures à 50 cm de profondeur en mars, quand il fait le plus froid. Là où la couche de neige est intacte, la température du sol chute à moins 7 degrés. Tandis qu'aux endroits où nos animaux piétinent le sol et retournent la neige, on a relevé moins 24 degrés. Ça fait 17 degrés de différence. Même mois, même profondeur. Donc, si on fait ça à grande échelle, ça va empêcher le permafrost de fondre ou au moins ralentir la fonte de plusieurs décennies. Et c'est crucial, parce qu'une fois qu'il fond, on ne peut plus l'arrêter. Ce serait vraiment catastrophique. C'est pour ça qu'il faut créer ces steppes et vite, on a besoin que les gens agissent maintenant. Les premières conséquences sont déjà visibles. À Tchersky, des immeubles commencent à s'affaisser, le sol est devenu trop meuble. Tchersky, c'est la petite ville la plus proche, à 2 heures de bateau du parc. Vivre ici est un défi en soi. C'est la plus froide des zones habitées de la planète, inaccessible par la route. Pour s'échapper, il faut des ailes et il n'y a que 2 vols par semaine qui relient Tchersky au reste de la Russie. Et puis surtout, il y a ce sentiment d'abandon. Lénine contemple toujours le port sur la Kolyma, mais il n'y a plus rien à voir que les fantômes du passé. Tchersky est un endroit unique. C'était la plaque tournante pour l'exploration de l'Arctique soviétique. Les meilleurs salaires, c'était ici. Il y avait un très bon niveau de vie. Mais après la chute de l'URSS, tout est mort en 1 an. Avant, il y avait une 50aine de navires ici. Et c'est tout juste s'il y en a encore un. Retour à la station scientifique. C'est ici que Sergueï et Nikita habitent, là aussi que sont basés les scientifiques internationaux qui font des recherches dans la région. Le patron, c'est Nikita. Sergueï lui a transmis le flambeau. C'est son fils désormais qui gère tout. Car la station finance le parc grâce aux subventions des programmes de recherche européens et surtout américains. Justement, une équipe de chercheurs venus des 4 coins des États-Unis est là pour 2 mois. Comme chaque soir, tout le monde se retrouve à l'heure du dîner. C'est là que je me suis rendu compte que le bateau que j'avais acheté était une énorme... Merde. C'est ça. Il avait un énorme trou à notre première expédition dans l'Arctique. Oui, mais ce qui est beau, c'est qu'on a une telle confiance en vous. Ok, on n'a plus de bateau, plus de vivres, on est coincé là, mais c'est pas grave. Vous êtes là, alors forcément ça ira. La chef de mission, c'est elle, Heather Alexander. Elle travaille sur les feux de forêt qui se multiplient, conséquence là encore du réchauffement climatique, et c'est sa 7e saison ici. J'ai l'impression d'être en famille. C'est inestimable. Les IMOF m'aident sur le plan logistique, mais surtout, ils m'aident à comprendre ce qui se passe d'un point de vue scientifique, à comprendre comment le système fonctionne. On est tous très inquiets de ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans. Et la Sibérie, la Russie ont un rôle crucial à jouer dans le réchauffement climatique. Et donc oui, les recherches qu'on mène ici sont d'une importance capitale. Pour nous tous.
Il y a du vent par ici. Nous sommes à l'embouchure de la Kolyma. Nikita a réuni quelques hommes pour aller capturer des rennes. Le bateau ne peut pas aller plus loin. Il faut continuer avec les barques. Il y a une barque qui va rester ici. Celle-là, elle est pour vous. Et nous, on part avec l'autre. Allez, on y va. Chargez tout. Là, on est à 100 km au nord de la station. On a fait venir cette barge pour transporter les rennes. Là, juste après ce petit îlot, c'est la mer. Et après, ça va en ligne droite jusqu'au pôle Nord. C'est l'Arctique. C'est un endroit très reculé et dangereux. Ah, l'eau est basse. La dernière fois, je suis passé comme une flèche. Ah, quel pied. Bon, alors, il faut couper le moteur. Ah, on va trouver un moyen. Comment ça va, les gars? Les gardiens des rennes sont des Tchouktches, un peuple autochtone. Ils vivent dans la toundra avec leurs troupeaux. Les bêtes sont en général vendues pour la viande, mais aujourd'hui, elles connaîtront un autre destin. Bon alors, comment on fait? On prend les bêtes de 2 ans de préférence, parce que celles de 3 ans, c'est trop sportif. 3-4 femelles. Non, plus de femelles. 7-8 femelles et 2 ou 3 mâles, ok? А, 3-4 самца и самки. Да. Les Imhoff, père et fils, achètent et acheminent eux-mêmes tous les animaux de leur parc. Les rennes sont les plus faciles à trouver, à juste quelques heures de bateau. Les moins chers aussi, 300 $ par tête. Mais les bisons et les bœufs musqués, dont Nikita a le plus besoin, c'est 10 000 $ chacun, et il n'y en a aucun dans la région. Il faut aller loin pour les chercher. On a peu de jeunes. Les loups ont attaqué au printemps et dans la panique, 75 rennes ont été piétinées. Après, il y a eu des ours. Les ours, ça fait chier. Oui, nous aussi, on a eu des ours dans le parc, il y a encore quelques jours. On en a tué 2, nous. C'est la dernière étape. Encore 12 heures de bateau et les rennes arriveront au parc. Ils sont stressés, évidemment. Transporter les animaux, c'est jamais très beau à voir. Bon, on va les détacher, et puis ils pourront se lever, ça ira beaucoup mieux.
Ah, j'en peux plus, Papou, ouvre. On est très isolé. Alors oui, réaliser ce parc dans un endroit pareil, c'est toujours un défi. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était un jeu d'enfant, vous savez. Pour l'une de nos expéditions, on est allé aux îles Wrangler chercher des bœufs musqués. On a navigué 7 jours dans l'Arctique pour y arriver, à nous frayer un chemin entre les plaques de glace en mouvement. Et au retour, on a essuyé une terrible tempête. On a dérivé 2 jours en plein Arctique. Ça, c'était une sacrée expédition. L'année suivante, j'ai traversé toute la Russie en camion pour aller chercher des wapitis. C'était un voyage très dangereux. Mon camion a été le dernier à rejoindre Tcherski. La glace du fleuve a cédé et les 5 camions derrière moi ont coulé. En fait, le plus chouette dans ma vie, c'est que je suis toujours vivant. Dans la famille Zimov, on est téméraire de génération en génération. Voici la femme de Nikita, Nastia, et leurs 3 filles. Elles vivent avec lui à la station jusqu'à la nuit polaire. L'hiver, elles partent à Novosibirsk pour l'école. C'est à 4000 km. Tout ça, ça marche grâce à l'énergie et à l'incroyable volonté de nos hommes. Sans ça, on ne pourrait pas. Parce que ce n'est pas juste une belle idée, c'est la vie. Vous avez peur parfois? Disons que j'ai commencé à compter. Au début, quand je suis arrivée, j'avais tout le temps peur pour nos hommes, qu'ils soient blessés ou qu'il leur arrive quelque chose. Mais après, avec l'expérience, j'ai commencé à compter. Alors combien de carburant ils ont emmené, combien d'argent il nous reste, ce genre de trucs. Mais je sens que tout ça, c'est pour quelque chose de très important, de très fort. Et vraiment, c'est génial de pouvoir y participer. Так, как? Ну давай на ручки. Дедушка так вот возьмет. Ой, вот так поправим кепку. Пойдем. А он подъехал? Avec un papy comme ça, l'aventure, c'est pas pour de semblant, c'est pour de vrai. Yekaterina, l'aînée des petites filles, a fait cet exposé à l'école. Il trône fièrement dans le salon. Elle y explique comment son Diedouchka, son grand-père, veut sauver la planète. La famille, c'est le moteur, le seul assez puissant pour perpétuer la mission titanesque que Sergueï s'est assignée. J'ai compris que j'aurais besoin de l'aide de mon fils bien avant sa naissance. Mais ça n'a pas été évident de le faire revenir après ses études. C'est dans la nature des choses. Un garçon veut quitter le nid familial et s'éloigner le plus possible. Il ne faut pas lui mettre la pression. Au contraire, il faut lui laisser un maximum de liberté, alors il s'envole le plus loin possible. Il prend une vitesse folle et, comme la Terre est ronde, au final, il revient au point de départ. Rares sont les gens qui comprennent tout de suite que rien n'est plus précieux que la liberté. On gagne de l'argent pour obtenir cette liberté, mais si on peut l'obtenir directement, à quoi bon ce long détour par l'argent, par la carrière ou par le pouvoir? Ça y est, les rennes sont arrivés à Pleistocène Park. Ils vont bientôt retrouver la liberté, mais avant de rejoindre les autres animaux, ils passeront d'abord quelques jours d'acclimatation dans ce paddock. Fais gaffe, Misha, enlève ta tête.
L'an prochain, ce sera plus sportif encore. Nikita veut chercher des bisons aux États-Unis. À l'échelle scientifique, c'est une expérimentation énorme. On a des milliers d'hectares de terre et on y introduit toutes sortes d'espèces d'animaux. Mais à l'échelle globale, l'impact est négligeable. Pour avoir une influence significative sur le climat, il faudrait qu'on puisse développer cette expérience à très grande échelle. Idéalement, nous souhaitons créer ces steppes dans la plupart des endroits de la planète qui ne sont pas occupés par les humains. Et puis un jour, quand j'aurai un écosystème fonctionnel sur 10 000 hectares, imaginez que j'y introduise des mammouths, eh bien, ils se développeraient beaucoup plus vite. Ressusciter les mammouths. Aux États-Unis, une équipe de généticiens de Harvard travaille très sérieusement sur le sujet. Sergueï est en lien avec eux, et en attendant que la science rattrape la fiction, il adore jouer avec cette idée. Oui, j'ai besoin de mammouths. Il me faudrait environ 50 000 mammouths pour commencer. Mais personne, pour l'instant, ne me donne tous ces mammouths. C'est, disons, le problème numéro 1. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que cela se produise et qu'ils réapparaissent, parce qu'heureusement, les éléphants ont survécu jusqu'ici. Le génome des mammouths est conservé dans notre permafrost et la science génétique se développe si vite. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas nécessaire de vraiment reconstituer un mammouth. Il suffirait peut-être de modifier un peu le génome d'un éléphant moderne pour l'adapter au climat froid. En attendant les premiers spécimens, c'est Nikita qui abat le travail des mammouths. Chaque jour, il faut tenir la forêt en respect, lui arracher le moindre centimètre carré pour permettre à l'herbe de coloniser le terrain. C'est une lutte de tous les instants, à la fois physique et psychologique. Aux yeux de la plupart des gens dans le monde, ce que je viens de faire est horrible. Je viens d'abattre un arbre. Et c'est le plus gros défi que nous devons affronter avec notre idée de parc. Parce que le plus dur, ce n'est pas d'acquérir assez d'animaux, ce n'est pas de trouver assez de terrain pour mener à bien notre expérience. Non, le problème, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'est la vraie nature sauvage. Si vous allez dans n'importe quelle école du monde et que vous demandez « Et les enfants, où habitent les animaux sauvages ?» Et ils vont vous répondre « Oh, ils vivent dans la forêt ». Sur le mont Rodinka, seul ce radar abandonné est à l'échelle humaine. Comme le paysage, tout le reste est démesuré. La volonté de Nikita, la vision de Sergueï et leur certitude que seule la nature peut sauver les hommes. Personnellement, je me préoccupe plus des humains que des animaux. Mes enfants, je veux qu'ils vivent sur une meilleure planète. Et c'est pour ça qu'on a fait Pleistocène Park. Vous savez, c'est pas cool de faire ça, mais c'est nécessaire, efficace. Et c'est un des moyens pour l'humanité de survivre.
Mais ce serait chouette que des gens nous rejoignent, parce que vous savez, tant qu'on sera que deux, peu importe à quel point on s'acharne, on ne peut pas changer le monde à deux. Je suis persuadé que si les écosystèmes sauvages disparaissent, l'homme ne survivra pas. Parce que notre civilisation, celle du pétrole bon marché et des villes, est condamnée.